bonsoir, ce soir. Nous allons parler de Harraga, de l'Harga, mais surtout de la réaction de la revue El Jish par rapport donc à ce phénomène. Dans son édition parue ce mardi 9 septembre, la revue de l'armée El Jish a consacré un article à l'affaire de 7 mineurs ayant quitté clandestinement Alger au début du mois de septembre vers l'île espagnole Ibiza par voie maritime et à bord d'une embarcation volée. La revue militaire donc a estimé que certains médias étrangers ont tenté d'exploiter cet épisode pour donner une image déformée de l'Algérie, de son peuple et de ses institutions. Dans un article intitulé Éclairage à voix, elle affirme que des campagnes de désinformation visent à ternir la réputation du pays et à remettre en cause les efforts de l'État. L'article de la revue El Jish souligne que cette situation, bien que préoccupante, ne saurait en aucun cas être généralisée ni amplifiée, estimant que son traitement médiatique révèle des agendas hostiles cherchant à affaiblir l'image de l'Algérie sur la scène internationale. De son côté, le média algérien Maghreb émergent a rapporté cette semaine, ces 2 derniers jours, que 500 Algériens à la mer en moins d'un mois, quand la jeunesse largue les amarres, a titré Maghreb émergent. Depuis le 1er septembre, plus de 500 jeunes Algériens ont rejoint l'Espagne par la mer. Ces traversées clandestines révèlent une crise profonde. Toute une génération a cessé de croire en l'avenir de son pays. Nous allons donc revenir avec nos invités à cette histoire de Harga qui ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques et analyste politique. Hassan Hirsch, bonsoir. Marhaba. Bonsoir Hossein, bonsoir à votre équipe, bonsoir à tous les téléspectateurs et à votre ou vos invités que je vais découvrir dans un instant. Hossein, si vous permettez, juste présenter mes condoléances à ma famille, à une partie de ma famille, parce que j'ai perdu ma cousine Ranima Hiresh. Ce matin, une cousine que j'aime beaucoup, qui a été institutrice, qui a formé des générations d'écoliers qui, grâce à elle, ont aimé l'école et sont devenus des ingénieurs, des médecins et des travailleurs qualifiés. Voilà. Merci beaucoup pour cette tolérance. Merci Hassan Hirsch, et à mon tour de vous présenter toutes nos condoléances, sincères condoléances au nom de toute la chaîne. Avec nous aussi Karim Bouzid, journaliste et militant des droits de l'homme. Karim Bouzid, bonsoir. Bonsoir, merci Hossein, l'invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous, surtout notre grand ami M. Hirsch. M. Hirsch, je vous présente mes sincères condoléances. J'ai eu le plaisir de connaître les Hirsch Wadia, ayant exercé comme proviseur au lycée des Wadia, et on connaît aussi le directeur de la grande école primaire des Wadia, M. Hirsch, ainsi que la défunte. Je présente encore toutes mes condoléances. Merci Karim et nos sincères condoléances à Hassan Hirsch et à toute la famille Hirsch là où ils sont. Nous allons commencer avec cette petite idée. La revue El Jish pointe du doigt certains médias hostiles qui ont tenté d'exploiter l'incident survenu début septembre 2025 impliquant 7 enfants mineurs qui ont quitté clandestinement l'Algérie, lançant une véritable campagne de désinformation visant à ternir la réputation de notre pays et à discréditer les efforts de l'État devant l'opinion publique nationale et internationale. La campagne orchestrée par certaines voix dissonantes autour de ce cas isolé est révélatrice de la haine viscérale que certains nourrissent envers l'Algérie, incapable d'accepter les profondes transformations qu'elle connaît dans divers domaines. L'article met en avant l'importance accordée par les hautes autorités à la jeunesse, force vive de la nation, allocation chômage, soutien aux start-up, promotion de l'entrepreneuriat et élargissement du régime auto-entrepreneur figurent parmi les mécanismes destinés à offrir des perspectives concrètes
aux jeunes Algériens. À cela s'ajoute la volonté de renforcer leur rôle dans la vie publique à travers le Conseil supérieur de la jeunesse et les réformes destinées à favoriser leur participation politique. C'est pourquoi la jeunesse algérienne est appelée aujourd'hui à démontrer sa loyauté envers la patrie afin de résister aux manœuvres hostiles et déjouer les complots ourdis visant à freiner la marche victorieuse de notre pays. Hassan Hirsch, vous l'aurez bien remarqué, j'imagine, hein, que la revue El Dish ne parle pas du phénomène, pourquoi, comment, quelles sont les solutions, est-ce qu'il va y avoir des congrès, des séminaires, du travail dans ce sens. Mais on parle plutôt de quelques médias étrangers et de la manière avec laquelle ils ont traité justement cette histoire de ces 7 mineurs qui ont quitté Alger. On entend très bien qu'on parle de Maghrébia aussi. Écoutez, ce n'est malheureusement pas nouveau que Al-Jaish traite de cette façon-là un problème à la fois de société, un problème de politique générale, un problème de politique de la jeunesse, un problème économique et sur d'autres aspects aussi sur lesquels nous reviendrons. À chaque fois qu'il y a un souci dans notre pays, évidemment, on parle de complot, de la main étrangère et tout ça. Tout ce vocabulaire-là, toute cette phraséologie, toute cette langue de bois existe malheureusement depuis 1962 et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Elle ne sert pas les intérêts de l'Algérie, elle ne sert pas l'intérêt même des dirigeants, elle ne sert pas l'intérêt de ceux qui sont concernés. Et ce dont je suis absolument certain, c'est que ceux qui ont écrit ce texte-là, ceux qui ont écrit des textes de ce genre, n'y ont jamais cru. Et sortis de leur fonction, pris dans un café ou chez eux ou à la retraite, et ils ont un discours exactement contraire à celui qu'ils annoncent dans cette revue ou dans El Moudjahid ou dans d'autres journaux du reste. Donc voilà pour dire un mot sur cet article-là. Après, évidemment, et je pense que c'est ça qui va être le débat, et il faut prendre en compte le fait que malheureusement, dès qu'il y a un problème de ce genre, un problème majeur, c'est-à-dire que le débat s'articule autour de tout est à cause du pouvoir ou tout est au contraire pour le pouvoir. C'est-à-dire le débat malheureusement s'organise du fait qu'on soit pour ou contre. Est-ce que c'est la faute du pouvoir ou est-ce que ce n'est pas la faute du pouvoir? Et on a ceux qui glorifient évidemment l'action de ce pouvoir-là et ils vont en profiter pour dire tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait, tout ce qui se fera, ainsi de suite. Et il y en a qui vont évidemment aussi dire que le seul responsable, c'est le pouvoir. Donc, il faut avoir quand même des nuances, ce n'est jamais noir et blanc. Dans un phénomène aussi important, évidemment, il y a toujours plusieurs faisceaux d'explications, même si je ne suis pas un spécialiste de la haraga, parce que il faut en être spécialiste. Il y a des sociologues, il y a des anthropologues, il y a des politiciens, des politologues plutôt, pardon, qui connaissent bien le sujet, qui ont écrit des articles, des livres, etc. là-dessus. Donc, évidemment, il y a des raisons internationales, il y a des raisons nationales, il y a des raisons aussi religieuses, il y a des raisons de tradition, comment dire, ancestrale. Et il y a aussi l'école, il y a plein comment dire, de raisons qui font que les jeunes ne se sentent pas chez eux ou en tout cas ne sentent pas qu'ils peuvent réussir dans leur pays, ils ne sentent pas qu'il y ait des mains tendues, ils ne sentent pas qu'on s'intéresse à leur sort et pas grand-chose n'est fait effectivement pour leurs besoins en termes de loisirs, en termes de voyage, en termes de travail, en termes de logement, en termes évidemment de mœurs, en termes de mariage, en termes de vie
individuelle, il n'y a pas de liberté collective, il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de liberté politique, il n'y a pas de liberté d'expression. Ça, c'est des évidences. Mais il y a aussi la famille. La famille est souvent archaïque. On a souvent affaire à des familles patriarcales. Les parents pèsent encore sur des femmes et des hommes qui ont 20 ans, 40 ans et même plus. Et il y a une pression sociale, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a le regard des autres, du voisinage, ainsi de suite. Il n'y a pas de possibilité de s'épanouir, il n'y a pas de développement personnel. Et le jeune Algérien, et d'ailleurs le moins jeune aussi, fait qu'il a un certain nombre de besoins qu'il ne peut pas satisfaire en Algérie. Et évidemment, il a un certain nombre d'images, que ce soit des vérités ou des clichés, sur l'Europe notamment, l'Europe, l'Amérique du Nord. Et on voit très bien que la direction que prennent nos jeunes, ce ne sont pas les pays arabes, ce ne sont pas les pays musulmans, ce sont les pays occidentaux, les pays européens ou le Canada. Et donc là aussi, il faut s'interroger. Donc ça, là, si c'était un complot, ils iraient... Sinon, sur la sortie de la revue Al-Jaish, certains ont soulevé le problème de l'aspect sécuritaire. Pourquoi la revue Al-Jaish n'a pas justement parlé de cet aspect-là, qui est peut-être tout le monde aurait compris quand la revue Al-Jaish parle de l'aspect sécuritaire. Et surtout qu'il y a une question qui revient tout le temps, c'est que font les gardes-corps relevant de la Marine nationale? Est-ce qu'il y a complicité, sachant le niveau de corruption massif de toutes les institutions du pays? Il y a beaucoup de critiques de son genre, Hassan Narguer. Absolument. Je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas fait leur job. Tout simplement. Il y a une surveillance. À partir du moment où des jeunes de 15-16 ans peuvent quitter le pays, ça veut dire que des gens aussi peuvent entrer. S'ils peuvent quitter le pays clandestinement, ça veut dire qu'il y a des commandos qui peuvent entrer clandestinement. Ça, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement sensible et il faut évidemment s'interroger sur ce genre de questions. Et dans la configuration de la politique mondiale aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe notamment au Moyen-Orient, et il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi se poser des questions de l'infiltration, d'autant plus qu'il y a quelques semaines, vous avez annoncé sur votre plateau que des tunnels auraient été découverts entre la frontière marocaine et algérienne, et des tunnels, évidemment, qui ne servent pas qu'au passage de la drogue ou des produits illicites ou de passage de clandestins, ainsi de suite. Ils peuvent servir aussi à l'infiltration de commandos hostiles. On l'a vu que ça a été possible en Iran avec l'infiltration de commandos de Tsahal, et ce qui a été possible en Iran peut être possible en Algérie parce que l'Algérie est un grand pays, 6300 kilomètres de frontières, et donc évidemment, il y a des questions à se poser sur la sécurité. Et donc là, il y a des services qui sont concernés, aussi bien les services secrets, la gendarmerie, l'armée, la police, les pompiers, la douane, ainsi de suite, mais aussi les citoyens qui doivent être vigilants. Donc on voit bien qu'il y a une vulnérabilité et qu'il y a un danger. Si des centaines d'Algériens peuvent quitter le territoire clandestinement, rejoindre l'Europe, la rive du Nord, ça veut dire qu'il est possible que d'autres puissent venir de la même façon sur nos côtes. Et là, ça me fait peur. Karim Bouzid, regardons cette petite vidéo. احنا نتمنى ان شاء الله الجزائر اللي بغينا نبنوها مع بعض، الجزائر الجديده تخلي الانسان يحب يعيش في بلاده. ربما ما بين الحلول ما نضمنهاش 100%، ولكن نحاولوا ان تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت اسبوع ولا اسبوعين في البلاصه الفلانيه ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلاده.
عم يتبون هاك بقى لها يا ربي 3 شهور وتموت. ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلادو. Karim Bouzid, sa place n'est pas là-bas, sa place c'est en Algérie. Il parlait des jeunes donc, qui fuient le pays. Karim Bouzid, est-ce que c'est à la revue Le Djich de commenter des départs quasi quotidiens vers l'Espagne ou d'autres côtes d'ailleurs? Je pense d'abord que M. Hayesh a fait le tour de la question et je voudrais rajouter quelque chose, bien sûr, tout en étant sous le contrôle de M. Hayesh. Pour dire que d'abord, dans un contexte démocratique normal, les migrations, y compris clandestines, relèvent de politiques sociales, économiques et migratoires et non d'une institution militaire. Dans une démocratie réelle, question que les partis politiques, les élus, les institutions élues représentant le peuple puissent débattre en toute liberté, objectivité, avec passion ou avec mesure, sur des questions de politique nationale, de politique interne, de politique extérieure et d'autres questions à l'intérêt national, y compris la question de migration, qu'elle soit légale ou illégale. Et l'ingérence qui est le porte-parole de l'institution militaire, cette ingérence révèle une centralisation autoritaire. L'armée joue un rôle décisionnel, un rôle d'arbitre direct et indirect, ce qui prouve encore une fois qu'effectivement, le cabinet militaire dirige le pays et que la façade civile de Tebboune n'est qu'une façade qui ne détient aucun pouvoir décisionnel. Normalement, l'institution militaire doit être à l'écart des débats relatifs aux questions publiques, aux politiques publiques. Parce qu'il y a des Algériens et des Algériens qui ne partagent pas l'analyse publiée et faite par la revue Le Djich. Alors que le Djich, qui est l'organe de l'institution militaire, alors que l'institution militaire doit être une institution républicaine respectueuse de la Constitution et de ses missions constitutionnelles, qui doit représenter au besoin le peuple algérien dans son intégralité et non un pan de la société au détriment d'une majorité. Et l'intervention de la revue Le Djich dépasse justement une simple communication sur la sécurité. Elle participe à une véritable stratégie de contrôle politique et du contrôle du narratif. Cette position militarisée sur la question des haragas illustre l'impossibilité d'une démocratisation de la vie politique et de la vie publique en Algérie. Aujourd'hui, la preuve est encore apportée par l'institution militaire que les politiques en Algérie n'ont aucune marge de valeur et la pratique démocratique est totalement absente dans le pays. Voilà, c'est ce que j'ai à dire par rapport à cette publication, à cette intrusion de la revue Le Djich dans le débat public, qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais très fréquent, qui donne justement... Quand El Djich justement parle de main étrangère, hein, enfin d'une manière un peu indirecte, bon, de ces chaînes, de ces médias qui sont hostiles à l'Algérie. Tout le monde sait que la majorité des journalistes, des observateurs qui ont commenté ce phénomène sont algériens. Oui, cette tendance à vouloir extraterritorialiser les motivations et les leviers de ce phénomène de haraga renforce d'abord le sentiment de rupture entre la jeunesse et le système politique militarisé, qui est totalement déconnecté des réalités et des besoins
de la population algérienne. Et comme l'a si bien expliqué M. Hirsch, les Algériens ont une destination prisée, c'est l'Occident. Les raisons, les motivations, elles peuvent être d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre sociologique, mais le résultat, le fait est là, et que justement, l'Europe et le Canada sont les deux destinations qui sont ciblées par l'ensemble des individus, des groupes, de la population, tout âge confondu, qui heureuse de traverser la rive sud pour atteindre la rive nord de la Méditerranée, pourquoi pas aussi atteindre même la rive nord de l'Amérique, le Canada. Merci Karim. Hassan Hirsch, toujours dans ce que la revue Jish a appelé épisode, hein, donc ils sont très conscients de ce phénomène, Hassan Hirsch. Mais pour la première fois dont ils parlent, on a l'impression qu'ils ont raté le virage quand même. Juste avant de vous répondre, il faut régler le son de Karim parce qu'il y a un écho. C'est vrai. Que je salue, bien sûr. Voilà. Oui, il y a des problèmes techniques. Oui. Allô? Oui, on vous entend. Alors, excusez-moi, rappelez-moi votre question. Ouais, je disais donc la manière dont la revue Jish a voulu traiter de ce sujet. C'est malheureusement la langue de bois. Là où je ne serais pas entièrement d'accord avec mon ami Karim, c'est que moi j'aurais voulu avoir les analyses des officiers, que ce soit militaires ou des services secrets, etc. Parce que parmi eux, il y a des élites absolument bien formées et qui savent de quoi il en retourne. Mais malheureusement, nous n'avons pas le droit à ces analyses-là. On a droit à de la propagande politique qui est affichée dans une espèce d'éditorial ou de réplique un peu pulsionnelle, en tout cas affective, psychologique par rapport à ce phénomène, disant que des journalistes étrangers seraient là à l'affût et puis organiserait toute une campagne contre la réputation de l'Algérie. Et là, évidemment, c'est trop dire parce que même s'il y avait des journalistes qui profiteraient de ça pour salir la réputation de l'Algérie, mais qui sait qui leur donne l'occasion de le faire? Qui sait qui prête le flanc? Qui sait qui permet justement à la situation d'être celle-ci et qui fait fuir nos jeunes à l'étranger? C'est la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas le symptôme, ce n'est pas le résultat. Il faut aller vers les causes. Donc, pour répondre maintenant directement à votre question, vous savez, El Jaish a toujours fait des éditoriaux dans ce sens-là, qui va contre les critiques d'observateurs, de journalistes, de femmes et d'hommes politiques, etc. Ils reprennent en gros les propos d'El Moudjahid pendant des décennies. Ça, d'ailleurs, je ne comprends pas effectivement que un journal de l'armée puisse avoir ce rôle-là. Je ne pense pas que ça apporte quoi que ce soit à l'image de l'armée, ni à l'image de l'Algérie. Je pense qu'on peut s'en dispenser et que ça ne règle aucune espèce de problème. Moi, je suis d'avis, évidemment, à recevoir, par contre, les analyses qui sont faites pour des raisons de sécurité, pour des raisons de connaissance de la société, etc., et de la part d'un certain nombre d'officiers. Ça m'intéresserait. Hassan,
Je voulais un extrait de ce que dit Nasser Djabi, qui est sociologue algérien, sur cette question. Les autorités n'ont ni solution sécuritaire ni économique pour contrôler la situation. Elles ne peuvent pas apporter de vraies réponses aujourd'hui. La harga ne concerne pas que l'économie ou l'emploi, c'est tous les problèmes des jeunes Algériens qui convergent là-dedans. Il dit aussi le rêve de vivre ici n'existe plus. Ces jeunes ne voient plus leur avenir lié au pays. Il y a une rupture totale. Pour eux, l'avenir est ailleurs, même au prix de leur vie. Oui, malheureusement, c'est le cas. Hein. Je veux dire, quand l'article d'El Jaish dit qu'il s'agit de cas isolés, je suis désolé. S'il y a 500 personnes qui ont quitté l'Algérie en quelques mois, c'est extrêmement grave. Ce n'est pas un cas isolé. Et même 7 jeunes adolescents, ce n'est pas un cas isolé. Malheureusement, il y a une proportion à quitter le pays. Et d'ailleurs, les milliers, les dizaines de milliers de demandes de visa, notamment pour les pays européens et particulièrement pour les pays latins, en l'occurrence l'Espagne, l'Italie et la France, ça ne désemplit pas. Je veux dire, il y a quand même un malaise, il y a une demande de départ extrêmement importante. Les visas, ce sont les pays européens qui les ont bloqués. Ce n'est pas le manque de désir de partir qui manque, ce sont les visas qui manquent. Donc, il y a quand même une atmosphère générale qui fait que les jeunes Algériens, d'ailleurs même les moins jeunes, ne supportent pas d'être bâillonnés, ne supportent pas la malvie, ne supportent pas de n'avoir pas de loisirs, de n'avoir pas de liberté individuelle, ne supportent pas de ne pas avoir le droit d'aller et venir. Qu'est-ce qu'on propose aux jeunes Algériens? On propose d'aller à la Umrah ou d'aller au Hajj. Ça, par contre, on en fait toute une propagande pendant les périodes qui sont autorisées par l'Arabie Saoudite. Et les visas, effectivement, c'est par dizaines de milliers. Mais ce n'est pas ce que demandent les Algériens. La preuve, c'est que quand ils partent, quand ils prennent justement la fuite, soit par la mer, soit par terre, ou même quand ils ont des visas, évidemment, ils vont dans des pays européens ou au Canada. Nous-mêmes, je veux dire, même ma génération déjà, je veux dire, moi, quand je suis parti, je ne suis pas parti pour des raisons économiques. J'avais un emploi, j'avais une villa de fonction, j'avais une voiture de fonction, j'avais un bon salaire, etc. Mais dans les années 70, c'était les années boumediennes, on avait le droit à rien, surtout en tant qu'Amazir. On était surveillés, on ne pouvait pas parler en kabyle dans les places publiques. C'était la répression. Pour un oui ou pour un non, on se retrouvait au commissariat. Il y a eu dans les années 80, comme vous savez, des jeunes par milliers qui ont été arrêtés, d'autres sont même passés devant la Cour de sûreté de l'État, etc. Donc on ne fuit pas pour des raisons économiques. La preuve, c'est qu'il y a des cadres, il y a des chefs d'entreprise, et il y a des personnes qui ont de l'argent, des commerçants, il y a même des personnes qui préfèrent investir en Europe et particulièrement en France plutôt que d'investir sur place parce qu'il n'y a pas de conditions justement de sécurité du capital, il n'y a pas de sécurité du travail, il n'y a pas de sécurité de ses biens. Et donc, l'Algérien qui veut investir, malheureusement, est tenté, quand il le peut, d'investir beaucoup plus à l'étranger. Et maintenant, d'ailleurs, pas seulement en Europe, mais aussi en Turquie, dans les pays du Golfe, ainsi de suite. Je veux dire, il y a un budget énorme qui sort des frontières, que ce soit de façon clandestine ou non. Et donc là aussi, c'est un travail qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire non plus que le tableau est complètement noir. Je sais qu'il y a des dispositifs pour les jeunes en termes de start-up, en termes de crédit, en termes d'aide plus ou moins accordée, même si tous les jeunes Algériens n'y ont pas accès. On se souvient, je ne sais plus comment s'appelle l'ancienne mesure là, pour les jeunes, elle a bénéficié beaucoup plus aux enfants de la nomenclatura qu'aux
jusqu'aux jeunes des classes populaires. Donc tout ça, évidemment, est à prendre en compte, est à revoir. On n'est pas là en train de dire où c'est blanc ou c'est noir. Il y a effectivement un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais d'abord, c'est largement insuffisant. D'autre part, elles ont été prises à l'insu de ces jeunes-là, ils n'ont pas été consultés. Et puis, ces mesures n'assurent pas des conditions de vie, des conditions de travail, des conditions de liberté à ceux qui en bénéficient. Il y en avait même qui bénéficiaient d'un certain nombre de crédits, de budget, qui ont pris ce crédit-là et ont fui en France. Rappelez-moi comment s'appelait le dispositif là il y a quelques années du temps de Bouteflika des jeunes et qui effectivement avait une facilité d'avoir un crédit bancaire. Et quand ils avaient comment? Oui, l'enseigne. L'enseigne, voilà, merci. C'est le mot que je cherchais. Et donc, quand ils achetaient leurs machines, ils les revendaient et partaient clandestinement à l'étranger avec cet argent-là. Donc, il y a quand même un malaise, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, il suffit pas de donner des chiffres, il suffit pas de dire qu'il y a des mesures, mais quelle est l'atmosphère en général, quelles sont les conditions de vie de ces jeunes et moins jeunes, et qu'est-ce qui fait qu'il y a tous les jours des départs, parce que quand il y a 500 départs en quelques mois, ça veut dire que c'est tous les jours qu'il y a des départs. Merci Hassan Hirosh avec nous. Karim Bouzi. Certains ont reproché à la revue de ne pas appliquer le mot sur l'affaire du Mali. Donc, le Mali qui a déposé plainte auprès de la CIG contre l'Algérie. Et pourtant, c'est une question quand même sécuritaire qui est très importante pour tout le peuple algérien. Permettez-moi de commenter deux points importants cités par notre ami M. Hirosh. Je voudrais revenir sur un point concernant les différents dispositifs mis à disposition de la jeunesse algérienne qui concernent justement les crédits bancaires en CAG et autres formules trouvées pour justement financer des projets. Il faudrait contextualiser ces dispositifs dans le cadre de la stratégie du pouvoir à acheter la paix sociale en instituant un mode de gouvernance de clientélisme qui permettait de verrouiller justement d'abord l'accès à ces crédits bancaires, mais aussi à limiter leurs limites pour ne pas atteindre une démocratisation de la vie politique, de la vie économique. C'est important de le dire. Il faut dire que le pouvoir en France, effectivement, a mis un certain nombre de leviers d'outils pour acheter la paix sociale sans permettre justement une démocratisation de la vie économique. S'agissant de la vie politique, il faut dire que le problème en Algérie, d'abord, c'est la démocratisation de la vie politique. Parce que la démocratisation de la vie politique permettrait une démocratisation de la vie économique et de la vie sociale et de la vie culturelle, ce qui réglerait en grande partie le phénomène de Haraka, qui a des raisons politiques, économiques, sociologiques et culturelles. C'est pour ça que nous disons que la problématique essentielle est liée de façon importante à la démocratisation de la vie politique. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, et il a raison M. Hirosh de le dire, est que nous avons effectivement besoin de l'expertise des officiers, des experts militaires algériens pour justement avoir une grille de lecture concernant les questions sécuritaires et militaires. Et que cette expertise doit servir d'abord le président de la République et les institutions démocratiquement élues, et non pas de donner le devoir à une institution militaire de s'ériger comme faiseur d'opinion ou bien comme arbitre du débat national en se donnant le devoir de fixer justement les priorités du débat national et en se positionnant sur des questions sociales et migratoires. L'armée dépasse son mandat de défense nationale pour jouer un rôle de régulateur politique. Cette régulation
nous impose un mode un pouvoir autoritaire qui n'est pas issu des urnes. Cette prise de position de l'armée, justement, sur les questions de Haraga et autres, elle permet justement, elle sert à contrôler le récit autour des Haraga, à légitimer le pouvoir en occultant les responsabilités économiques du pouvoir en place. C'est pour ça que je voulais faire ces compléments pour ce débat. Revenons à votre question sur la situation géopolitique et régionale. L'Algérie, pouvoir algérien fait face à une double faillite, une faillite interne et une faillite régionale. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, très bien, oui. Allô? Oui, oui. Alors, Tebboune s'est déjà positionné en déclarant publiquement à la télévision qu'effectivement la sécurité de la Tunisie relevait de la sécurité nationale. Alors que nous savons ce qui s'est passé avec l'attaque de la flottille de Saumod en Tunisie, pour dire que les incidents, ils sont là, et qu'effectivement le Mali prend une autre initiative pour relever le niveau d'hostilité avec le pouvoir algérien. Je pense que la stratégie du pouvoir algérien a démontré ses faillites et qu'il est question beaucoup plus de l'imposture de Tebboune dans son second mandat et que les faillites quotidiennes sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique démontrent que justement Tebboune en tant que président n'a pas été à la hauteur et il n'est pas à la hauteur parce qu'il n'a pas été porteur d'un projet pour une Algérie moderne, pour une Algérie démocratique et toute la problématique est là. Il faut s'attendre que aux jours qui vont venir, nous allons assister à d'autres échecs retentissants qui mettraient certainement la sécurité nationale, j'espère bien, pas en échec, mais face à des défis sécuritaires énormes. Merci, Karim Boudik. Sinon, sur la question du Mali, Karim Boudik. Pour ce qui est du Mali, la question à la reste posée, parce que même le pouvoir malien n'est pas un pouvoir démocratique. Il joue sa survie et la carte à Algérie peut servir justement la junte militaire malienne à se maintenir en place. Il faut savoir qu'il y a une opposition forte au pouvoir malien, qu'il y a une opposition structurée en gouvernement provisoire à l'exil, qui justement revendique justement que la junte militaire abandonne le pouvoir au Mali et que de la même façon la junte militaire malienne joue la carte algérienne pour justifier sa mainmise sur le pouvoir. Il faudrait rappeler aussi qu'une bonne partie du sud du Mali soutient la junte militaire malienne par opposition justement aux populations du Nord qui partagent beaucoup l'analyse politique faite par l'opposition malienne à la junte militaire. Le conflit ne peut pas avoir des dimensions importantes entre la junte militaire malienne et le pouvoir en place en Algérie. Voilà mon analyse de la situation. Merci, Hassan, sur cette question du Mali, peut-être le Mali qui a déposé une requête contre l'Algérie devant la Cour internationale de justice sur l'affaire de drones abattus. Quelques observateurs algériens ont quand même attendu une réponse de la part de la revue Le Djish. Je n'ai pas très bien entendu votre question. Il s'agit donc de la question du Mali qui a déposé une plainte à la CIJ, c'est ça? C'est ça. Et la deuxième partie de votre question, je ne l'ai pas entendue. C'était par rapport justement à la question de la revue Le Djish. Pourquoi ce sujet n'a pas été soulevé? Ah oui. Écoutez, d'abord, mon avis, là je vais différer un petit peu de mon ami Bouzid, et heureusement, il ne faut pas qu'on ait une pensée commune. Par rapport à cette histoire du Mali et la CIJ, moi je suis absolument convaincu
que qu'il y a derrière toute cette manœuvre l'État d'Israël et sans doute aussi les Émirats arabes unis. Pourquoi? Parce que l'Algérie a fait un forcing à l'ONU par rapport à la Palestine, par rapport à la condamnation d'Israël, à la condamnation de Netanyahou, etc. Donc il fallait essayer de disqualifier la parole des Algériens, notamment à l'ONU, et on lui a donc collé cette affaire du drone malien qui a été abattu par l'armée algérienne. Donc, au lieu d'appeler à une enquête internationale, tout de suite, on saisit la Cour internationale de justice. C'est que de mon point de vue, je peux me tromper, mais de mon point de vue, et je n'ai pas de dossier en main, il doit avoir quand même une manœuvre politique, géopolitique qui puisse disqualifier la parole de l'Algérie dans beaucoup de pays, notamment dans les Palestiniens, ont besoin en ce moment. Après, pourquoi on n'en a pas parlé dans LG? Évidemment, je ne peux pas le savoir. Là, en revanche, effectivement, l'armée est impliquée dans la mesure où c'est elle quand même qui a abattu le drone malien de fabrication turque, si mes souvenirs sont bons. Et c'était une démonstration aussi pour l'Algérie de ne pas se laisser faire. C'était un signal que l'armée algérienne a voulu donner aux armées hostiles pour dire que les frontières sont bien gardées. Et je pense que de ce côté-là, évidemment, ça a fait mal. Et il faut l'analyser aussi sur cet aspect-là. Un dernier mot, Hassan Hirosh, sur le concours de Harraga. Mon dernier mot, c'est que malheureusement, l'Algérie ne fait pas ce qu'il faut pour procéder à des réformes radicales, les réformes de l'école. J'insiste que depuis l'arabisation de l'école algérienne, il y a évidemment des compétences qui ont été perdues. Et il n'y a pas adéquation entre la demande sociale, la demande économique et les programmes scolaires et universitaires. Et puis, comme le disait Bouzid, il est extrêmement important qu'il y ait des réformes structurelles qui permettent la démocratisation des institutions et qui redonnent la parole au peuple algérien. Ça, c'est le minimum syndical que l'on puisse dire. Merci Hassan Hirosh. À une prochaine fois. Karim Bouzid, un dernier mot. Juste pour reprendre l'analyse de M. Hirosh, l'Algérie n'est-elle pas disqualifiée auprès d'abord de ces sujets, auprès de l'opinion nationale algérienne? L'Algérie n'était pas disqualifiée auprès des pays du monde entier? L'Algérie n'est-elle pas disqualifiée par les différents rapports sur les droits de l'homme, sur les pratiques autoritaires, le verrouillage politique, le verrouillage médiatique, l'emprisonnement des journalistes, l'emprisonnement des simples citoyens ayant publié de simples analyses, de simples phrases sur les réseaux sociaux? L'Algérie n'est-elle pas disqualifiée auprès des opérateurs économiques internationaux qui ne viennent pas investir en Algérie? L'Algérie n'est-elle pas discréditée par sa propre parole, par sa propre pratique, en s'appuyant essentiellement sur l'exploitation d'hydrocarbures? L'Algérie n'est-elle pas discréditée par la mise en scène au Forum africain des échanges économiques, en exposant des produits que l'Algérie ne commercialise pas en Algérie, en exposant des bus, des voitures qu'on ne produit pas en Algérie, qu'on ne vend pas aux Algériens? L'Algérie n'est-elle pas disqualifiée? Je termine par cette question. Merci Karim. Merci Hassan.